Bonjour à tous Internet. Vous connaissez tous la fête d'Halloween, n'est-ce pas? Vous savez, cette fête où les enfants se déguisent et viennent sonner à votre porte, en déclarant cette phrase si célèbre. Des bonbons ou un phare, s'il vous plaît, pour Halloween. Toutefois, connaissez-vous véritablement l'histoire d'Halloween? Halloween est l'héritage de la fête celtique de Samhain, qu'on célébrait il y a plus de 2000 ans. Cette fête célébrait la fin de l'année et l'entrée dans la nouvelle année. Car l'année celte se terminait le 31 octobre et non le 31 décembre comme aujourd'hui. Et cette dernière nuit était la nuit du dieu de la mort. Les Celtes pensaient que durant la nuit de Samhain, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants. Ainsi, l'une des croyances associées à cette fête était de laisser de la nourriture aux portes des villages et de l'offrir aux fantômes afin d'apaiser leur esprit. De ce fait, cela explique bien la tradition de se déguiser et de demander des friandises aux personnes. Et bien maintenant parlons d'Halloween. Le nom Halloween est une altération de All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints. Vous avez toujours entendu que Halloween était une fête américaine, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas vraiment vrai, car comme on a pu le constater précédemment, l'ancêtre d'Halloween est une fête païenne. Ensuite, Halloween n'est pas née aux États-Unis. Elle a été exportée par les Irlandais, lors de la Grande Famine en 1845. Mais vous l'avez étudié à l'école, non? La crise de la patate. Cette famine eut des conséquences désastreuses sur l'Irlande, provoquant la mort de 500 000 à 1 million d'Irlandais, et une immigration massive de plus de 2 millions d'individus aux États-Unis. Ainsi, les Irlandais apporta avec eux toutes leurs traditions, et donc notamment la tradition d'Halloween. La prochaine fois que vous entendrez qu'Halloween est une fête américaine, vous pourrez lui expliquer par A plus B que ce n'est pas totalement vrai. Commençons par un classique, le vampire. Donc pour commencer, prenons la définition. Attendez, j'ouvre mon dictionnaire. Ah, voilà la définition du vampire. Je vais vous la lire. Personne qui s'enrichit du travail et du bien d'autrui. Quoi? C'est pas ça? Ah, excusez-moi, mais c'est parce qu'on a affaire surtout à ce genre de vampire à notre époque. La définition est mort qui, suivant la superstition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Le vampire remonte à la peur du retour des morts malfaisants, et ça existe de tout temps et dans toutes les civilisations. Mais la légende du vampire s'est surtout accentuée durant les grandes épidémies, telle la peste noire qui tua entre 30 à 50% de la population européenne en 5 ans. Mais c'est au XIe siècle qu'on entend parler pour la première fois de revenants qui quittent leur tombe la nuit pour aller se nourrir. Ainsi, les médecins devaient alors déterrer le corps pour lui planter un pieu dans la poitrine. Mais en faisant cela, les médecins firent une découverte assez impressionnante. Le mort avait les cheveux et les ongles plus longs que le jour de son enterrement, et le sang coulait à flot lorsqu'on enfonçait le pieu dans son cœur. Et c'est ainsi que la légende du revenant s'est en partie construite, car les maladies ont aussi contribué à l'expansion de ce mythe, comme la catalepsie, la tuberculose, la porphyrie et d'autres maladies, ont des symptômes assez similaires aux caractéristiques du vampire, comme le fait de ne pas pouvoir s'exposer au soleil, d'avoir un teint très pâle et d'avoir les yeux ensanglantés. À présent, parlons du célèbre vampire, le comte Dracula. Dracula est un roman épistolaire publié en 1897 par l'écrivain irlandais Bram Stoker. Irlandais, oh, comme par hasard! Si je vous parle de Dracula, c'est qu'il y a une bonne raison. Cette personnalité connue du grand public s'inspire d'un personnage historique. Et vous savez lequel? Eh bien, c'est du prince de Valachie, Vlad Tepes, connu sous le nom de Vlad III l'Empaleur. Pour bien connaître ce personnage, faisons un voyage dans le passé. Nous sommes au XVe siècle. L'Europe est divisée en deux camps. D'un côté, le Saint-Empire germanique et les pays chrétiens de l'Europe de l'Est, et de l'autre, l'Empire ottoman qui est en pleine expansion, avec notamment la chute de Constantinople en 1453. Nous sommes en Valachie, qui est l'une des 3 principautés médiévales de la population roumanophone. Et durant cette période, la Valachie est une principauté qui résiste encore à la pression ottomane. Même si ses relations varient entre guerre et paix, pour conserver cette paix, Vlad Tepes est obligé de payer un tribut. Mais le problème, c'est que tous les mois, ça coûte cher, et Vlad il en a un peu marre. Ainsi, il arrête de payer les Ottomans, qui ne tarda pas à envoyer des émissaires, mais lorsqu'ils arrivèrent devant Vlad III, ce dernier leur demanda de retirer leur turban. Cependant, les émissaires refusa, ce qui provoqua une terrible colère de notre cher prince, qui les punit en clouant leur turban sur leur crâne. Ah, ça, je pense que ça fait un peu mal quand même. C'est vrai que c'était pas un prince très cool. Maintenant, parlons de ses surnoms. Il est vrai qu'il a eu plusieurs surnoms, comme celui de Dracula, qui signifie petit dragon en roumain. Il tient ce surnom grâce à son père, Vlad II le Dragon, car il a été membre de l'ordre des dragons. L'autre surnom assez connu est Tepes, qui signifie l'empaleur en roumain. Et la pratique d'empaler ses victimes, il appréciait pas mal quand même.
Maintenant, analysons ce tableau. Dans cette gravure allemande de 1499, on peut voir à notre gauche Vlad Tepes en train de festoyer, au milieu des cadavres empalés. La légende raconte qu'il venait alors de faire empaler 30 000 habitants d'une ville vaincue. Bon, certes, c'est une activité assez particulière, mais on nous a toujours appris la tolérance. Bon, après avoir empalé quelques chefs de grandes familles, en les obligeant à marcher une centaine de kilomètres, puis en obligeant aux survivants de construire immédiatement une forteresse, il provoqua la colère de l'Empire ottoman en tuant ses émissaires. Vous savez ce dont on a parlé tout à l'heure? Ainsi, l'Empire ottoman envahit la Valachie. Notre cher Vlad se fera capturer puis emmener en prison. Il y resta 12 ans. Ah, c'est beaucoup 12 ans, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'après être resté plus de 12 ans en prison, il meurt quelques mois après sa libération. On ne connaît pas véritablement l'histoire de sa mort, mais l'hypothèse d'un assassinat politique est envisagée par les historiens. La fin d'un prince, mais le début d'une légende.